Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Voilà, nous sommes au rendez-vous pour cette émission, votre émission. Nous voici avec des invités sur ce plateau. Vous vous demandez sûrement que se passe-t-il encore dans ce Togo où les scandales se ramassent à l'appel. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de Bia. Rassurez-vous, ce n'est pas la capitale de la République autonome de Kara, comme le disent certains. C'est bien la plateforme industrielle de d'Aditi-Copé, une structure dont on vante les mérites, une structure qui, selon les autorités, devrait générer des milliers d'emplois pour les Togolais, faire venir des investisseurs, contribuer à la bonne santé de notre économie. Mais les espoirs sont en train d'être déçus. Un goulot d'étranglement, c'est ce que constitue aujourd'hui PIA pour les opérateurs économiques et autres investisseurs. Nous allons en parler dans cette émission avec nos invités et pendant ce temps au CHR de Lomé-Commune. C'est le business Covid qui continue malgré le recul considérable des cas de contamination. Nous allons également parler de ce sujet avec nos invités qui sont sur ce plateau. Il s'agit de Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Et de Francis Napokura, Francisco, comme nous le disons. Oui, bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Voilà. Je rappelle que Francis, il est le directeur de publication du journal Tampa Express. Voilà. Tampa Express, c'est le tam-tam parlant en pays Bassa. Voilà. Okay. C'est comme à Topani, voilà, chez les Bassards, c'est Tampa. Okay. Merci beaucoup, merci pour la précision. Et voilà, avant de commencer cette émission, permettez-moi de souhaiter encore un joyeux anniversaire à Ferdinand Haïté qui a fêté son anniversaire ce week-end. Ferdinand, encore joyeux anniversaire. Ah oui, oui, c'est les gens de juillet. C'est les gens heureux qui fêtent ça. Voilà. Joyeux anniversaire à Ferdinand et à tous ceux qui sont au mois de juillet. Passons à l'essentiel. Voilà, nous commençons avec le premier sujet. Nous avons vu la semaine dernière Blaise Compaoré qui est revenu à Ouagadougou sur l'invitation du président Damien Francisco. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris à le faire au Burkina? Non, vous savez, moi je l'ai toujours dit, l'exil n'est jamais une bonne chose. Que ce soit pour celui qui s'est exilé et pour, n'est-ce pas, le pouvoir en place. Et dans certaines de mes interventions, j'ai toujours dit, parce que ça coûte énormément cher à un pays, quand on a autant d'exilés à l'extérieur, comme des anciens présidents. Pour même le Burkina, avant même le procès, j'avais parlé, j'ai dit, il faut que les gens acceptent que les exilés rentrent, comme l'a fait au niveau de la Guinée. C'est Mamadou Doumbia qui a fait rentrer Dadis Camara, Dadis Cho et autres. Il dit, il faut que les gens le fassent. Mais vous avez vu Blaise même, les images de Blaise, quand vous les rapprochez, vous vous demandez de quoi il souffre. Est-ce que c'est en étant loin du pouvoir, il n'a plus les soins du pouvoir comme plus qu'un pipi de la République? Parce que nos dirigeants sont les mieux entretenus, les mieux soignés,
et par comment l'appelle-t-on, le contribuable, puisque c'est avec les impôts, tout. Et beaucoup ne le savent pas. Ils pensent que les présidents ont l'argent, ils sont pauvres. La peur Blaise, malgré ce qu'il a amassé, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Mais quand vous avez vu son visage, et vous voyez même quand un président, il fait son show, on l'enlève du pouvoir 2 jours après, on dit qu'il est malade, il faut aller choses. Donc, vous avez vu, quand vous voyez l'image, vous vous dites, mais il est à quelle phase donc peut-être ce qui s'est passé, on aurait pu le faire plus tôt. Parce qu'il y a eu un jugement par rapport à faire Thomas Sankara. Il a été jugé, d'accord, soit on fait une amnistie, à l'issue de l'amnistie, il peut rentrer. Mais voilà des juges, des magistrats qui ont fait du boulot et qui se sont dit, nous avons tout affronté. Parce que dans nos pays, juger des gens comme ça, vous avez vu qu'il a des partisans. Mais juger des gens comme ça, c'est pas facile. Ils ont pris leur courage en main, ils l'ont fait, ils l'ont jugé, condamné, prison à perpétuité. Mais voilà, on lui délivre le tapis rouge. Il est rentré pour quoi faire? Parce qu'il devait avoir des réunions dites qui amènent à la réconciliation. Est-ce que les objectifs ont été atteints? C'est ça qui va importer. Mais seulement, on a floué au pied la justice et on ne sait pas s'il faut encore avoir des écoles, sinon qui enseignent le droit dans nos pays. Parce que ça, c'est un affront à la justice en général. Et je ne veux pas me mettre à la place des Burkinabés, parce que vous voyez, même Kaboré, ses partisans l'ont empêché de sortir pour aller à cette rencontre. Donc ça veut dire que non seulement les magistrats sont en boule, les avocats qui ont travaillé, les familles des défunts, et tout le monde est en boule. Donc c'est qu'on vient de nous dire que le pouvoir politique est au-dessus de la justice. C'est le signal qu'on nous a donné. Ça montre tout ce que nous vivons dans nos pays où les fossoyeurs, comme on le dit, ils sont à liberté. Et puis, c'est les petits voleurs de bois et les innocents. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les prisons qui ne sont que des innocents. Donc voilà nos pays, la démocratie. On parle de démocratie. Quelle démocratie on fait sans la justice? Vous voyez, ça nous ramène même à un titre de Tampa Express qui dit voilà des poutistes qui prêtent serment. Ah oui, vous voyez, un poutiste, quelqu'un qui met à pied, qui dissout la Constitution. Et aussitôt après, 2 jours après, il vient, il se tient devant la Bible, le Coran, il se tient devant le drapeau. Il dit, il prête serment pour la Constitution qu'il a lui-même. Qu'il a mis à terre. Est-ce que vous voyez? Et il vient prêter serment devant cette même Constitution qu'il dit qu'il est président. Voilà où nous en sommes. Ça veut dire que nos tests là ne valent que pour les tiroirs. Vraiment. Vraiment. Et Ferdinand, tu l'as dit tout à l'heure, les juges burkinabés étaient en boule avec l'arrivée de Blaise Compaoré sur le territoire. Vous savez, moi je suis très triste pour le Burkina, je suis triste pour le pays de Joseph Kizerbo, qui est un des plus grands intellectuels historiens que l'Afrique ait connu, avec Théophile Obenga et tout ce que vous pouvez citer. Kizerbo avait déjà beaucoup écrit sur l'armée, la place de l'armée dans nos sociétés, et son diagnostic est toujours d'actualité. Les gens pourront lire son livre L'Afrique de demain, je pense que c'est le titre de livre si je me trompe, dans lequel il a beaucoup exposé sur la question de l'armée et il disait que l'armée ne devait pas être un kyste au cœur de la société. Ceci étant, le Burkina porte bien son nom, ou Ouagadougou porte bien son nom, c'est la capitale du cinéma en Afrique. Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils sont en train de nous servir comme pièce théâtrale, en commençant par le coup d'état le plus bête de cet officier-là. Franco vient de le rappeler. Il fait un coup d'état
il suspend la Constitution, quelques jours après, il restaure la Constitution et il va prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Les juges qui ont accepté son serment sont aussi responsables de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Voyez-vous, et c'est pour cela que la question de la solidité des institutions dans nos États est toujours une question d'actualité. On ne peut pas avoir des individus qui sont plus forts que les États. C'est pas possible. Et les gens qui incarnent le Conseil constitutionnel au Burkina, ces gens-là, trop tard, on doit les passer même à la guillotine. Parce que quelqu'un qui a fait un coup d'État, vous ne recevez pas son serment. Parce que la Constitution dont vous êtes le garant condamne le coup d'État. Mais ils ont accepté. Et contre quoi? Contre de l'argent. Et ces gens-là, c'est des juristes. Pour revenir à la situation même sécuritaire du Burkina, vous savez que le Burkina aujourd'hui a perdu, on parle de 40%, moi je pense même plus, 50% de son territoire. Le pouvoir central ne contrôle plus grand-chose. Et les fractures même de la société burkinabé font le lit aujourd'hui du terrorisme. Les informations précises, documentées, renseignent que 98% de ceux qui ont pris les armes pour le compte des djihadistes sont des Burkinabés. C'est-à-dire que ce n'est pas des étrangers, c'est des Burkinabés. Ça veut dire qu'il y a un problème interne à ce pays-là. Il y a eu un problème interne qui a poussé des jeunes gens à prendre des armes contre leur propre pays, ou bien à céder à une idéologie obscurantiste contre leur propre pays. Donc, il y a 98% des Burkinabés qui ont pris les armes contre leur pays. Alors, et actuellement, il y a deux courants qui s'affrontent au Burkina. Il y a le courant qui dit on ne peut pas piétiner la justice. La justice la politique ou le politique ou la réconciliation ne peut pas être au-dessus de la justice. Une fois que des gens ont été déclarés coupables des faits, des crimes, ils doivent être vraiment incarcérés. Il y a ceux qui disent la nation est en danger, laissez d'abord vos histoires de justice. Moi, j'ai suivi des débats vraiment houleux sur des forums où les gens disent moi, je suis à l'intérieur du pays, les djihadistes ont attaqué telle ville, les juges ont fui, tout le monde a fui, il n'y a plus de tribunal, il n'y a plus rien. Les gens ont replié sur Ouagadougou. Telle ville, les gens sont partis, l'administration est partie. Donc, vous qui êtes à Ouagala, arrêtez de nous parler de justice. Nous voulons restaurer l'État d'abord avant que la justice ne vienne. Parce que chez nous, les juges même ne sont plus là. Tout le monde est parti. Les banques ont fermé, les écoles ont fermé, tout le monde a replié vers la capitale. Ça, c'est le premier argument. Et donc, ces gens-là disent, quelle que soit l'initiative qu'on peut prendre pour que la paix revienne, eux, ils sont pour. Et que ce n'est pas l'heure de parler de vengeance ou de mettre quelqu'un en prison. Il y a ceux qui disent non, que si on en est arrivé là, c'est parce que le pays a été gouverné pendant des années par un système qui a privilégié l'injustice, et donc il y a eu une fracture dans le pays. Et donc, entre ces deux thèses-là qui s'affrontent, je pense que le chef d'orchestre qui est actuellement au Burkina a voulu jouer à une solution, mais il a été un mauvais acteur. Ils ont certainement fait des analyses en se disant le parti de Blaise Compaoré, c'est la deuxième force du pays à la dernière élection présidentielle. C'est-à-dire l'élection que Marc Roch Christian Kabore a gagné. Le second parti qui est arrivé, c'est le CDP, le parti de Blaise Compaoré. Et donc, le fait que Blaise Compaoré ne soit pas au pays, il y a des frustrations. Voyez-vous, ils ont fait cette analyse-là en disant il faut qu'on renforce la cohésion sociale d'abord avant de lutter contre le terrorisme. Donc, on va faire venir Blaise, on va rappeler Marc Christian Kabore, on va rappeler deux anciens chefs d'État. Si on arrive à afficher une union de toutes les sensibilités du pays, vous savez qu'en Afrique, les gens s'identifient par leur ethnie, par les figures de leur ethnie. Le Burkina a 60 ethnies, plus précisément 62, 63. Donc on se dit, on va renforcer l'unité nationale en faisant cette action-là. Mais c'est raté. C'est raté parce que ici est mal pris. Il n'avait pas besoin de faire rentrer Blaise Compaoré au pays. Parce que l'arrivée de Blaise Compaoré au pays, à part ce souhait de renforcer la cohésion nationale, ça n'a servi à rien du tout, puisqu'il est venu là repartir. Et son arrivée et son départ consacrent l'impunité même
que les militaires sont en train de consacrer sur le territoire burkinabé, puisque les gens se sont rendus compte que pour ces militaires-là, la justice n'existe même pas. On peut jeter les décisions de justice comme on jette un papier à la poubelle, et que les juges n'existent pas, les avocats n'existent pas. Tous ceux qui ont perdu leurs proches pendant les années de règne de Blaise Compaoré, bon, c'est passé par perte et profit, quoi. Et donc, c'est une action totalement, c'est une démarche biscornue, incongrue de cet officier-là, qui, dit-on, a fait de grandes études, a écrit même un livre. On voit bien que c'est même pas facile de gérer un pays. Et quand on est dans les casernes, on est sur le champ des opérations, on bombe le torse, on dit oui, on est capable de faire ci, de faire ça. Quand on prend le pouvoir maintenant, on se rend compte de la réalité, des choses. Et donc, Blaise Compaoré va apporter quoi aujourd'hui au Burkina? Pas grand-chose. Et Franco vient de le dire, il est apparu fatigué, malade, totalement méconnaissable. Il avait les yeux hagards. On ne saurait même pas que quand il était au palais de Koziam, il était là-bas pendant 27 ans. Il regardait comme s'il était à un lieu nouveau qu'il n'a jamais connu. Voyez-vous? Et donc, ce personnage ne peut rien apporter aujourd'hui au Burkina Faso. Comme je l'ai dit dans une émission précédente, ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina, c'est les conséquences d'un long règne de Blaise Compaoré, et un long règne qui n'a pas en fait posé les bases d'un véritable État, d'une nation, avec au cœur une armée qui assure la sécurité de tous les territoires. L'armée qui existait au Burkina a été longtemps une armée de Blaise Compaoré. Et elle était sa garde prétorienne, c'est le RSP. Et c'est depuis qu'on a dissous le RSP et qu'on n'a pas pris le temps de reconstituer une armée au temps de Roch Kaboré que le djihadisme est arrivé, le pays s'est effondré. Et donc on est dans une situation comme ça. Pour s'en sortir, il faut travailler. Il faut travailler, mais il faut aussi parler aux communautés. Il faut aller parler aux gens parce que moi, je pense que s'il y a des Burkinabés qui prennent des armes contre leur pays, il y a un moyen de leur parler. Parce que chaque tribu, chaque peuple de ce pays s'identifie à des figures. Il faut aller dans les villages, dans les localités, parler aux gens, essayer de convaincre les gens de déposer les armes parce que ces situations n'arrangera personne. Aujourd'hui, on voit que le pays est en train de s'effondrer, mais on oublie que l'école ferme les portes, les hôpitaux ferment les portes, les banques ferment les portes, l'administration, un peu partout, sur l'ensemble du territoire, ferme les portes. À un moment donné, le pays va s'effondrer. Comme l'a dit Ferdinand, c'est des fils burkinabés. Vous savez qu'au Burkina, ils ont cette tradition-là d'avoir les autodéfense, ou bien comment on les appelle. Voilà, donc les dozos, tout. Donc, chaque communauté, quand vous êtes au Burkina, sur une route comme ça, vous voyez des gens en moto se transporter à deux, avec les fusils en bandoulière. Donc, donc ils faisaient. C'est comme une gendarmerie qui fait même, qui arrête les voleurs, qui fait tout. Donc, le maniement des armes, pratiquement, tout le monde essaie de le faire. Il a dit, cette rencontre-là, ils pouvaient faire des rencontres préliminaires. Mais pourquoi ne pas contacter leur frère Fornia Singbe? C'est avec plaisir qu'il va organiser un sommet pour la réconciliation des Burkinabés au Togo. Et là, peut-être, une rencontre préliminaire avec les Blaise, Marc Kaboré, tout ça là. Et bon, et préparer le terrain, le retour. Donc, en entendant, et pendant ce temps, on leur aura dit, attention, il y a une condamnation contre Blaise, et ils verront d'abord la réaction aussi de la population. Une condamnation contre Blaise, est-ce que c'est bien qu'il revienne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, d'où passer, par exemple, à la loi d'amnistie. Si on passait par la loi d'amnistie, au moins les juges auront aujourd'hui la tête haute que nous avons fait notre travail, mais la présidence ou quoi, le politique a pris ses responsabilités pour dire que moi j'ai amnistié. Donc là, on voit maintenant, sans amnistier, on vient défier les magistrats sur le terrain, ce qui n'est pas normal et qui ne peut pas se passer ailleurs. Donc, Blaise, c'est l'homme de la France depuis des années, c'est l'homme de la sous-région, en quelque sorte aussi. Donc après, il y a des morts, c'était lui, c'est Blaise Compaoré. Et Damiba, comme on le dit, il a étudié en France, ou bien, voilà, je crois que c'est en France. Donc, il a eu une continuité, je l'avais déjà dit sur que en Côte d'Ivoire, et je dis en Côte d'Ivoire, au Burkina, ce n'était pas un coup d'état de rupture, c'était un coup d'état de continuité. Donc vous avez vu comment ils ont déposé Kaboré et choses. Donc voilà,
le cheminer. Puisque Kaboré même était dans ce schéma de faire, puisque pendant sa campagne, avait dit qu'il fait ramener Blaise. Voilà, donc voilà, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, ils ont mal fait le casting, et là, c'est le Burkina encore qui est mal parti. On connaît il y a 10 ans, 8 ans, et encore autant de ramifications avec les djihadistes que eux-mêmes ils alimentaient dans la zone à l'époque avec les Tchéndjéré, les Bassolé, tout ça. Parce que les djihadistes qu'on a actuellement sont des djihadistes nouveaux, qui sont des gens très dangereux, qui ont constitué leur petite cellule depuis que le régime de Blaise a chuté. Et ça s'est dupliqué, ça s'est métastasé dans tout le Sahel. Blaise a le voir dans l'état dans lequel il est. Je ne suis pas certain que lui, il ait encore conservé autant de réseaux qu'on puisse l'utiliser aujourd'hui pour démanteler ces réseaux-là. Un. De deux, il y a son ministre des Affaires étrangères qui a repris service, Bassolé. Djibril Bassolé qui a repris service parce qu'il avait été incarcéré en France. Il avait été incarcéré en France et puis après il a été évacué en France pour les soins. Et depuis la France, il a repris du service. Il est même, selon les révélations de la presse, il est même venu au Togo ici, il est parti au Nigeria, il est parti à Doha. Hier, on l'a vu à la Mecque. Il était à la Mecque. Et selon les dernières révélations, il conseille beaucoup de chefs d'État depuis la France. Et il parle à l'entourage de Damiba, à certains officiers qui sont pro-russes, de ne pas aller de ne pas céder à la tentation d'aller vers les Russes. Ça veut dire que depuis la France, il est utilisé par une puissance pour agir toujours dans la région. Au moins, lui, il est solide. Mais Blaise, il n'est plus aussi solide que ça, voyez-vous. Donc, moi, je pense que fondamentalement, la solution aurait pu être autre chose que ce qu'ils ont eu à faire là, et qui a encore divisé la société burkinabé. C'est allé dans tous les sens, les gens se sont vraiment rentrés dedans, et les gens ont estimé que cette arrivée-là est un pied de nez à la justice et à tous ceux qui sont morts pendant cette révolution-là. Et voyez-vous, les gens, il faut que les gens tirent les leçons de tout ce qui se passe. Même en France, on a connu ça. Vous faites une révolution, il y a forcément une contre-révolution qui va arriver si vous ne gérez pas bien la révolution. Nous sommes dans cette période-là au Burkina. Il y a des gens qui étaient pro-Blaise qui, aujourd'hui, en tout cas, ils n'ont jamais quitté le pouvoir, en réalité. Parce que les Kaboré, tout ça, c'était les éléments de Blaise. Après la révolution, c'est eux qui ont pris le pouvoir. C'était plus ou moins une continuité qui ne disait pas son nom. Mais aujourd'hui, les Damiba sont des éléments, les petits éléments de la garde présidentielle de Blaise qui ont repris le pouvoir et qui estiment que bon, leur ancien patron était peut-être humilié, il faut qu'il le ramène devant l'actualité, il faut qu'il le restitue l'honneur qu'on devait lui donner. Et tout ça, c'est maladroit par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Et donc, j'espère que les acteurs de ce pays-là vont prendre la mesure de la situation et nous présenter quelque chose de plus potable que ce qu'on est en train de voir là. Au-delà de tout, comme je le dis toujours, le Burkina risque de s'effondrer parce que l'armée est à bout de souffle. Dans les localités, même pas plus que ce week-end, les djihadistes ont encore attaqué certains villages, ils ont brûlé, moi j'ai vu des vidéos, et ils avancent inexorablement. Et l'État s'affaiblit. À partir de ce moment-là, les risques d'une contagion générale de tout le pays sont énormes. Et cela risque d'avoir des répercussions énormes sur notre pays. On en parlera tout à l'heure quand on parlera du port de Lomé. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons observer une pause et puis nous revenons après.